fait pour quelqu'un. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être si nombreuses et nombreux à cette conférence, nouvelle conférence de ce cycle de conférences géopolitiques de votre premier salon du livre d'Alma Librairie Bastia. D'abord, je tiens à remercier une nouvelle fois nos partenaires institutionnels qui sont bien évidemment la ville de Bastia qui met les locaux à notre disposition, ainsi que la collectivité de Corse, ainsi que le conservatoire de Corse Henri Thomas qui a fait l'ouverture avec l'Aude à la joie, traduite par Lianter Amoureux. Et enfin, merci à vous d'être là, public, lecteurs, passionnés de géopolitique, auteurs, autrices, parce que sans vous, il n'y a pas de salon du livre, et notamment sans cet immense honneur que nous avons ce soir au sein de ce premier salon du livre de Bastia de recevoir Marek Alter. Sachez que c'est pour nous presque une joie inespérée, et pourtant dans l'inespéré il y a toujours de l'espérer puisque vous êtes là. On ne savait pas et vous êtes là. Comme quoi parfois il suffit de cheminer et d'avancer pour que les choses se fassent, et nous sommes heureux et fiers de vous avoir avec nous. Marek Alter, je vous présente en quelques mots. Il est auteur, entre autres, de La Juive de Shanghai, qui est son dernier roman que vous trouverez ici, mais également La Bible au féminin, Un monde sans prophète, Réconciliez-vous, un ouvrage qui veut marier les différentes approches de certaines croyances, de certaines religions, dans une sorte de syncrétisme, pourquoi pas humaniste et créatif. Marek Alter, aujourd'hui, vous allez répondre avec nous à une question que nous vous avons posée, une question d'ordre géopolitique. Nous connaissons vos affinités avec Vladimir Poutine, par exemple, et donc qui d'autre pouvait répondre mieux que vous à cette question, Marek Alter? La Troisième Guerre mondiale aura-t-elle lieu? Marek Alter, vous aurez comme questionnant, après une trentaine de minutes de présentation de la question et d'éléments de réponse, Paul-François Paoli, qui est ici et qui est journaliste au Figaro littéraire, auteur de quelques ouvrages, notamment Corse-France, Je t'aime moi non plus, et un ouvrage à paraître, L'histoire de la Corse française, de Sampiero Corso à nos jours. Paul-François Paoli vous posera ensuite quelques questions, 2 ou 3, et puis nous ouvrirons l'échange avec vos lecteurs, vos auditeurs, votre public, Marek Alter. Je vous laisse donc la parole. C'est Christophe qui m'a imposé ces sujets. C'est comme si on pouvait savoir quel temps il ferait d'ici une semaine, 2 semaines, on se trompe toujours. Vous savez, on nous annonce la pluie, puis la pluie ne vient pas, et ainsi de suite. Déjà, Kissinger raconte que quand Khrouchtchev a installé les fusées à Cuba, donc les conseils de la défense s'est réuni, tous les généraux, les chefs de la CIA, et Kennedy, John Kennedy, à l'époque président, est venu, il a dit: calmez-vous, d'abord, essayons de comprendre pourquoi. C'est intéressant cette anecdote. Il s'est fait qu'un mois avant le déclenchement de la guerre, nous étions, ma femme Marianne et moi, à Moscou pour fêter mes 86 ans. Il y a 32 ans, j'ai créé les premières universités occidentales en Russie post-communiste. À l'époque, c'était Gorbatchev et Mitterrand qui avaient signé les accords. Et à cette occasion, donc il y a 32 ans maintenant, presque 33 ans, j'ai rencontré un jeune maire adjoint de Saint-Pétersbourg
qui s'appelle toujours Vladimir Vladimirovitch Poutine. Les deux universités sont deux universités françaises. Nous avons plus de 30 000 diplômés de jeunes qui connaissent la France, qui parlent français avec moins d'accent que moi. Extraordinaire. Et l'université à Moscou, elle se trouve presque en face du Kremlin, dans les anciens locaux de MGU, de l'université de Moscou, la plus prestigieuse, la plus ancienne université en Russie. J'ai invité Poutine, puisque je le connais depuis 32 ans, on se dit battu, c'est pas un copain, on se tape pas sur le dos, encore qu'avec les Russes, on se tape sur le dos. On se caresse pas, on se tape sur le dos. Et il est venu. Hein? Je lui ai dit, vous avez qu'à traverser la rue. Hein? Il est venu avec notre ami, son porte-parole. J'étais témoin à son mariage. Vous voyez souvent à la télévision, qui s'appelle Dmitri Peskov. Il a une belle gueule. Mais on parlait déjà d'une guerre éventuelle. Et il est venu pour 5 minutes, symboliquement. Il a laissé son ministre de la Culture de lire un texte très sympathique à mon égard. Et je lui ai demandé, Vladimir Vladimirovitch, il y aura une guerre avec l'Ukraine? Et là, il m'a répondu, il m'a dit, vous savez, Marek, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique, qui malgré tous ses défauts et le goulag, a su réunir 73 ethnies, nationalités, dans un même élan patriotique, n'a pas de cœur. Mais celui qui voudrait un jour le reconstituer n'a pas de tête. Moi, j'ai pris ça à la lettre. Nous rentrons à Paris. On me demande à la télévision, vous avez vu Poutine? Oui. Est-ce qu'il y aura la guerre? J'ai dit non, bien sûr. Et je me suis fait avoir. Comme quoi, je me suis fait avoir, et pas tout à fait. Parce que nous sommes retournés au mois de juillet, donc c'était déjà en pleine guerre, voir Lavrov, puisque moi je n'abandonne pas, je pense qu'il faut arrêter la guerre. Partout où il y a la guerre, il faut transformer les armes en paroles. Quand on se parle, on arrive à une solution. Quand on s'entretue, on arrive à la mort. Ce sont deux voies pour résoudre un conflit tout à fait antinomique. On voit Peskov et il me dit oui, il faudrait. Tu t'es pas fait avoir par notre président parce qu'un mois avant, il ne savait pas encore qu'il déclencherait la guerre. Alors j'ai dit, alors qu'est-ce qui est arrivé pendant ce mois-ci? C'était le 27 janvier, mon anniversaire, et le 24 février, hein, l'armée russe passe la frontière. Alors, Peskov me dit, il y a des guerres préventives. Et il me lâche à la figure la guerre de 6 jours pour Israël. Israël n'aurait pas lancé la guerre, il n'y aurait pas eu d'Israël aujourd'hui. Je dis, bon, Israël c'est un tout petit pays, c'est rien. C'est-à-dire la Russie, c'est le plus vaste pays du monde, regardez la carte. 3 fois la Chine. Personne n'a jamais pu occuper depuis Genghis Khan, en passant par Napoléon. Il faut relire Tolstoï, La guerre et la paix, c'est extraordinaire. On ne peut pas. Il faut au moins 5-6 millions de soldats pour occuper cet espace immense qui commence par la guerre de la mer Noire, la mer Blanche, et qui termine par les fleuves Amour, la frontière avec la Chine, et plus loin encore, le Japon.
immense. Et puis, je lui dis, bon, tu peux quand même me dire des choses, puisque tu es le porte-parole de Nachalnik, c'est-à-dire du chef. Tu sais, je lui dis, il y a une phrase qui m'a frappé dans un livre que j'ai lu, qui dit que toute guerre commence par la volonté de celui qui commence la guerre ou par celui qui la rend incontournable. Alors il a réfléchi, il m'a dit, c'est écrit où? Je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit Montesquieu. Quel livre Montesquieu? J'ai dit, les lois. Voilà. J'ai vu dans son regard qui s'était illuminé, il demande à ses secrétaires d'aller chercher dans le Google la phrase exacte. Elle revient et dit on ne trouve pas. Le lendemain, on rentre à Paris, je demande à mes assistants de chercher, on ne trouve pas. J'ai dit chercher encore, et enfin, ils trouvent. Attribué à Montesquieu par Marie Calter. Comme quoi, rien ne se fait dans cette machine qui s'appelle le Google. Donc, qu'est-ce qui a déclenché que l'OTAN a essayé ou a prévu l'installation des bases militaires à la frontière, contrairement aux décisions, aux accords du Minsk? Peut-être, on sait. Pour moi, c'était clair. Il y a les gens commencent à influer, surtout des gens que je connais. Je connais les Ukrainiens, je connais Zelensky un peu moins bien que Poutine, encore que nous avons inauguré ensemble le monument à Babia. C'est l'endroit où on a massacré 34 000 juifs en 24 heures. Il fallait le faire à coup de balle. C'est ce que les pères des bois appellent la Shoah par balle. Et puis je connais les Russes, il faut faire quelque chose. Alors, je téléphone, on a organisé une sorte de comité. Aujourd'hui, c'est difficile de créer des comités, parce qu'il n'y a plus de militants, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de prophètes. La Bible en avait que 12. 12. La plupart ont été tués par le roi. Et puis les dernières, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de chef charismatique. Il faut vivre avec son âme. Et ce qui existe, continue à exister, ce sont des religions. Les gens ne peuvent pas vivre sans espoir, sans rêve. Ils ne peuvent pas. Nous savons depuis notre enfance qu'un jour, comme papy, comme mamie, on va mourir. La perspective n'est pas joyeuse, même si on peut vivre aujourd'hui, comme mon ami est 102 ans. C'est pas mal, 102 ans. On lui a téléphoné hier, 102 ans. Donc, il me reste encore quelques années. Alors, donc, nous avons réuni les représentants de la plupart des religions représentées en France, y compris les bouddhistes, les baptistes, des orthodoxes grecs et des orthodoxes russes, bien sûr les juifs, les catholiques, les protestants, etc. Et on s'est dit, on va intervenir. C'est un peu comme les manches-clous d'Albert Cohen. Il y a des manches-clous qui décident d'aller s'opposer à la guerre. C'est pas mal de gens enthousiastes. Et je me suis rendu compte que notre démarche, c'est la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que notre démarche n'était pas populaire.
comme si le mot paix avait perdu de son attraction. Jésus disait, paix sur vous, hommes de bonne volonté. Shalom, c'est le mot le plus répété dans la Bible. Salam aleikum. Shalom aleikum, c'est la même chose dans l'hébreu. Or, aujourd'hui, quand on parle de la paix, on dit, attends, tu ne serais pas pour Poutine. Alors, mes amis religieux, du coup, ils ont peur de manifester leur désir de la paix, de ne pas être traités de soutien à l'agresseur. Une situation très paradoxale. C'est la première fois. J'ai participé à tous les comités qu'on a fait avec Yves Montand et Bernard Kouchner, le bateau Île des Lumières, pour sauver les Vietnamiens qui étaient en train de se noyer dans la mer de Chine. En Algérie, pas d'Algérie, toutes les guerres, on les a fait, il y avait toujours des gens pour manifester, toujours la personne. Il y a quelque chose qui a changé. Alors, arrive Christophe, adorable, je ne connaissais pas le téléphone, voilà. Je vous invite à Bastia. J'aime la Corse. J'aime la Corse parce que les Corses aiment le langage, aiment la parole. La seule, il y a une phrase dans la Bible qui est très belle, c'est de quel prophète? C'est pas Isaïe, ça va me réveiller. Il parle au nom de Dieu, il dit, prenez les mots pleins de mains et revenez vers moi. C'est très beau. Prenez les mots pleins, les mots, et venez. Les mots. Et un groupe humain qui adore les mots est moins violent que ceux qui n'aiment pas les mots. Il y a Freud, on a demandé à Freud quand est-ce qu'il a commencé la civilisation, puisqu'on parle de la civilisation, des civilisations, etc. Quand est-ce que ça a commencé? Alors Freud réfléchit, il dit, quand je m'imagine, dit-il, deux sauvages, chacun une pierre dans la main, ils vont s'entretuer. Et puis d'un seul coup, un de deux jette la pierre, et au lieu de jeter la pierre sur son adversaire, lui jette une insulte. Là commence la civilisation. On remplace les gestes, les violences, la pulsion de mort par autre chose, par quelque chose qui peut être comprise par tout le monde. Un mot. Un mot. C'est pas grave, on s'en suit. Dans toutes les familles, on s'en suit. Et après, on s'embrasse. Et puis, on se marie parfois. Entre-temps, donc nous avons terminé la petite histoire, et on a donc pensé à une caravane interreligieuse pour la paix. On a loué un car, on a décoré avec une banderole, on s'est fait photographier à la presse, à la télévision. Tous les religieux étaient habillés selon le rite, comme on dit, c'est la vie qui fait le mal. Et puis on n'a pas pu partir parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut traverser des frontières. Parce qu'on pensait aller en gare, traverser les frontières pour aller jusqu'à la Pologne, des Pologne jusqu'au Kiev. Ensuite, passer la frontière avec la Biélorussie pour aller à Minsk, et de Minsk aller à Moscou. On a prévenu. Donc j'ai prévenu Zelensky et Poutine, il était un peu surpris. Zelensky déjà dès le début m'a fait dire que bien sûr nous sommes les bienvenus, mais à condition qu'on amène la tête de Poutine avec nous. Difficile
va au musée de la main pour leur demander d'en fabriquer. Et puis on n'a pas pu partir. Alors du coup, on a une autre idée, des amis, c'est les patriarches de l'Église orthodoxe d'Istanbul, nous a donné une idée, il dit pourquoi vous ne prenez pas des bateaux, 3 bateaux de pêche qui partent de Bosphore, cette piste sur le plan visuel, c'est beau, c'est fort, avec des grands banderoles, paix en russe, en ukrainien, en français, en anglais, et même en turc, Paris. Vous prenez la côte bulgare, après roumaine, jusqu'au Constanța, et vous prenez la route d'Odessa et Sébastopol. Donc on est allé à Istanbul avec Marianne, avec des amis, on a loué le bateau nous attend, mais je me suis rendu compte que l'enthousiasme de mes participants s'est effrité. Ils n'y croient pas. C'est tout. Surtout pour les gens, pour les croyants, pour les gens de foi. Ce sont des gens qui doivent croire à Dieu, voudrait qu'on vive ensemble. Dieu a créé l'homme à son image, quel qu'il soit, noir, blanc, rouge, etc., musulman, chrétien, juif, etc. Sinon, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de foi. Ça, c'est. Je suis le seul encore à secouer l'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Entre-temps, le monde change. Le monde dans lequel a commencé la guerre, donc il y a 500 jours, aujourd'hui, ou je ne sais pas, il y a quelques jours, il y a 500 jours, n'est plus la même. Avant, il y avait, on pouvait parler d'une guerre mondiale parce qu'il y avait 2 puissances face à face. Il n'y avait plus d'idéologie. Ça veut dire qu'il y a d'un côté un système libéral, mais le système libéral a gagné le monde entier. C'est ce qui a fait dire à Hamilton que c'est la fin de l'histoire, parce que comme il n'y a pas d'affrontement, il n'y a plus d'histoire. L'histoire c'est fait, c'est la dialectique des Hegel. J'avance, quelqu'un résiste, et ça crée une troisième issue qu'on n'avait pas prévue. Mais là, si tout le monde est d'accord, et puis il n'y a pas d'histoire, il n'y a plus de guerre, tant mieux. Or, ce qui a changé, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas plus d'idéologie ou de rêve collectif qu'hier, mais les forces en présence ont changé. Ceux qui sont derrière l'Ukraine et qui sont donnés comme objectif non pas tant de gagner la guerre, mais de détruire Poutine, c'est l'Occident. 37 pays qui sont retrouvés en Lituanie, là, sous l'égide de l'OTAN. C'est la civilisation blanche. Ils sont tous blancs. Pas tous blancs, tous blancs. Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de trucs. Ça, voilà. Ça représente 1,2 milliard de vies. Et les autres, nous sommes plus de 7 milliards sur cette terre. Les autres se regroupent. C'est intéressant ce qui se passe. Ils ne se regroupent non pas parce qu'ils ont quelque chose en commun. Ils ont quelque chose en commun. Ils nous détestent, nous, les hommes blancs. Parce que nous n'avons pas su se terminer. L'amour, c'est là, j'arrive, je souviens une femme, et ça y est, elle est mienne. Pas du tout, il faut faire un effort. Nous avons occupé l'Afrique, nous, la France, pendant un siècle et demi. C'est grâce à nous que les Africains peuvent communiquer entre eux en français. C'est grâce aux Anglais que les hindous peuvent communiquer entre eux, parce qu'ils ont des dialectes. Ils parlent en quelle langue? En anglais.
mais nous n'avons pas su les continuer à vivre avec eux. Nous sommes devenus arrogants. On s'est dit, on vous a donné Voltaire, Diderot, Montesquieu, etc. Vous devez nous remercier. On a oublié qu'eux, dans leur vie primitive, ils ont aussi inventé des valeurs, des mets, des plats, des cuisines, traditions, des danses, des chants. Mais le cinéma c'est pas aujourd'hui seulement Hollywood. Il y a Bollywood qui produit plus de films que Hollywood. Et maintenant il y a des films qu'on fabrique en Afrique, en Amérique latine. Donc, on a créé une sorte de barrière avec ceux qui auraient dû être nos amis, puisqu'on a vécu ensemble pendant tant d'années, tant des siècles. Et cette guerre d'Ukraine et cette mobilisation de l'Occident dans la haine de la Russie, qui est porteuse d'une partie de notre culture. La Russie n'était jamais démocratique. Ça passe que c'est. Je fais une petite parenthèse. Quand Solzhenitsyn est sorti du Goulag, il est parti en Amérique, à Vermont. Donc il s'est arrêté pour quelques jours à Paris. Donc ses amis m'ont demandé d'organiser une rencontre entre lui et des intellectuels français. À l'époque, il y avait des intellectuels encore, il y avait Derrida, il y avait Bourdieu, Deleuze, etc. Bon, des gens qui Barthes. Donc, j'ai réuni tous ces gens. Ils ont posé des questions à Solzhenitsyn. Et ils étaient déçus. Une déception extraordinaire. Parce que Solzhenitsyn n'était pas un démocrate. Pour lui, c'est pas sa tradition. Il nous a même répondu, je crois que c'est la question de Bourdieu. Bourdieu a dit, quand vous étiez au Goulag, à un moment donné, vous n'étiez pas désireux de voir Staline tomber sous une bombe allemande. Une question provocante. Et Solzhenitsyn dit non, le contraire. Quand dans notre camp, parce que le Goulag, c'est plusieurs camps. Il y avait un camp des politiques, prisonniers politiques. On a appris que les nazis étaient au port de Moscou. Nous sommes presque tous inscrits pour aller défendre la patrie. S'en foutaient, c'est la patrie qui était en danger. C'est-à-dire la démarche est complètement différente. Or, nos dirigeants n'ont jamais lu La guerre et la paix de Tolstoï. Et pourtant, les premières 22 pages de Souffret sont écrites en français dans les textes. Les Russes adorent la France. Adorent la France. Gogol, Tourguenieff qui habitait ici, en France, pas loin de Paris. Il y avait une incompréhension absolue, ce qui a mené aujourd'hui à ces regroupements. La semaine prochaine, il y aura une conférence en Afrique du Sud, des BRICS. L'Afrique du Sud, Johannesburg. Les chanceliers allemands est allé exprès pour demander au président sud-africain d'arrêter Poutine quand il viendra, et l'autre l'a renvoyé père. Il y a ces réflexes d'anciens colonisateurs. Nous avons droit de demander, d'exiger. Non, qui es-tu? Qui es-tu? En Afrique du Sud, il y a plus d'habitants qu'à l'Allemagne. Ils ont des richesses. Et ils ont montré que les Blancs et les Noirs peuvent vivre ensemble et travailler ensemble. Et gagner des matchs de football et de basket. Le monde change. Donc, nous avons d'un côté l'Occident et de l'autre côté tout ce qui n'est pas l'Occident.
C'est une situation paradoxale. Alors, est-ce que tout ce qui n'est pas Occident est prêt de faire la guerre avec ce qui représente l'Occident? Je ne pense pas. Personne ne peut mourir. Et est-ce que les Occidentaux sont prêts de mourir? J'ai demandé à notre président, j'ai le privilège de pouvoir lui dire de temps en temps un mot, et la déception parce qu'il n'écoute jamais. Attends, ça, je ne sais rien. Bon, c'est moi qui l'ai incité à téléphoner à Poutine au début et ça marchait. Maintenant, il traite Poutine d'assassin, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que pour qu'il y ait une guerre mondiale, il faudrait que l'Occident tout entier s'engage dans la guerre? Il ne suffit pas d'envoyer les balles, des bombes à fragmentation, des fusées à longue portée pour que les Ukrainiens meurent. Après 500 jours de guerre, il y a 500 000 morts d'après l'ONU, de deux côtés. 500 000, c'est beaucoup. Et nous n'avons toujours pas déclaré la guerre à la Russie. C'est ça, quand moi j'étais dans les ghettos, mon père, je me souviens, parlait, disait, regarde, on est sauvés, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à Hitler. Ça ne nous a pas sauvés, ça nous a sauvés, c'est les Russes qui nous ont sauvés. Mais personne n'a déclaré la guerre à Poutine, même pas l'Amérique. On envoie les pauvres Ukrainiens, on leur envoie des armes qui sont payées par l'Europe. Ces armes qu'on envoie sont payées. Alors, à ces rythmes, ça peut continuer longtemps, tant qu'il y a encore des combattants en Ukraine. Et je comprends le désespoir de Zelensky. Je comprends. Il dit engagez-vous. Il veut engager les autres par force. Dès qu'il aura sa fusée longue portée, il la lâche sur une ville russe. Qu'est-ce qu'ils font là? Donc la situation, elle n'est pas désespérée, elle est désespérante. C'est différent. Elle est désespérante pour des gens comme nous pour qui la vie représente un univers. Un livre, c'est une vie. Vous mettez ça sur une étagère de bibliothèque, vous mettez une vie. Vous rendez hommage à une vie. C'est comme si on brûlait les bibliothèques. C'est pas par ça que Hitler brûlait des livres. Vous avez brûlé les livres. On brûle les mots. Les langages qu'on utilise. Donc, je ne crois donc pas à une guerre, ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. Kissinger trouvait que la guerre froide était déjà la Troisième Guerre mondiale. Parce que là, c'est vrai qu'il y avait deux mondes qui s'affrontaient sur le champ de bataille. Il y avait la Corée, il y avait la Thaïlande, combien des bombes à fragmentation des Américains ont lâché sur la Thaïlande. Mais j'ai dit désespérant pour quelqu'un comme moi qui est né dans la guerre et qui, à l'âge de 4 ans, j'ai pu ramasser les squelettes, les enfants squelettiques, par les petits charrettes tirés par des hommes aussi squelettiques qu'elle est morte, et ils ont jeté un cadavre sur l'autre. C'est dire qu'à l'âge de 87 ans, voir de nouveau ces
c'est mort, qu'on ne montre pas à la télévision. C'est ça la question. On ne voit pas ces morts-là. C'est aussi la première fois. Comme si on avait peur de les montrer pour ne pas susciter ce désir de paix que nous portons en nous. Sans cela, on ne peut pas vivre comme ça. Donc là, il y a une situation paradoxale. J'espère que peut-être nos 3 petits bateaux de pêche pourront quand même quitter le Bosphore et qui vous le verrez difficilement. Ça va peut-être réveiller la volonté de la terre. Mais c'est difficile. Donc là, mon cher Christophe, je n'ai pas la réponse. Oui, il y aura une guerre mondiale. Non, il n'y aura pas. Il peut y avoir une guerre qui prendrait de l'ampleur, mais ce ne sera pas mondial. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de force face à face, de conception du monde. Des conceptions. Et l'économie planifiée d'un côté, l'économie libérale de l'autre, les contrôles de la culture, l'autre, libre parole, les droits de l'homme, etc. Regardez. Et puis, les gens aiment ça. Les dictateurs sont aimés en général. César, il était surpris de voir son ami Brutus avec un couteau lui enfoncé dans le bras. Il lui avait demandé, et toi, Brutus, montre-moi. Il pensait que tout le monde l'aimait. C'est très difficile d'expliquer à quelqu'un qui est au pouvoir, attention, il y a des gens qui t'aiment. Il ne croit pas. S'il a le pouvoir, donc on ne peut pas l'attirer. Alors, si je n'ai pas répondu à la question, j'ai développé au moins devant vous mes doutes. Merci. Merci beaucoup, Marek. Je voudrais vous poser 3 questions à la fin, 3 questions pertinentes. Alors la première question concerne l'échange que vous avez eu avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a évolué dans sa position? Est-ce qu'il n'était pas au début, au fond, une illustration? Est-ce qu'il n'a pas au début illustré votre parabole de Freud? C'est-à-dire, plutôt que de s'envoyer des projectiles et des fusées sur la tête, insultons-nous. Est-ce qu'il n'était pas sur cette position un peu au début quand il soutenait qu'il fallait parler à Poutine? Il a été très critiqué là-dessus. La deuxième question, c'est est-ce que vous considérez que Zelensky est un jusqu'au-boutiste, notamment sur la question de la Crimée? La Crimée. C'est-à-dire que vous dites qu'il faut des pourparlers, vous dites qu'il faut parler, mais si dès le départ, les 2 protagonistes expliquent que sur la Crimée, il est impossible et impensable de céder, est-ce que c'est possible d'entamer un dialogue? Et la troisième question, elle est plus conjoncturelle. Qu'est-ce que vous avez pensé du psychodrame Poutine-Prigogine, de l'affaire, de la révolte des troupes de Wagner? Voilà. Alors, la première question, je ne sais pas comment Macron a parlé à Poutine. C'est toujours la même chose. D'abord, il faut savoir parler, mais quand on dit savoir parler, ça n'est pas savoir parler. Ça veut dire savoir à qui on parle et comment on parle à quelqu'un. Moi, j'ai amené en Russie presque tous les présidents français, pas Pompidou, Chirac, qui aimait beaucoup la Russie. Il aimait beaucoup la culture russe, et quand il
était jeune, il a voulu apprendre les Russes, donc il paraît qu'il a embêté sa maman pour qu'il lui trouve un professeur de russe. Elle a cherché, en fin de compte, il lui a trouvé quelqu'un, et au bout d'un mois et demi, il s'est rendu compte que c'était un Serbe qui lui a enseigné le serbe. Il était en chômage, il dit, on vous avait besoin en russe, d'accord. C'est le même alphabet, c'est l'alphabet syrique. J'ai amené Sarkozy, j'ai amené Hollande. De Gaulle, il partageait mes idées. Pour De Gaulle, il n'y avait pas d'Europe sans la Russie. L'Atlantique à l'Oural. Oui, sans la Russie, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'on devenait, disons, une sous-préfecture d'Amérique, parce que l'Amérique n'a pas besoin de nous. L'Amérique, c'est spécial. Vous regardez la carte, déjà sur la géographie, il y a deux océans de deux côtés, Atlantique et Pacifique. En haut, c'est le Canada, jusqu'à l'Alaska, qui était russe, que Nicolas II a vendu aux Américains. Et en bas, c'est l'Amérique latine, ils ont construit un mur, et c'est fini. Ils produisent, ils consomment, ils en vendent, ils n'ont besoin de personne. Quand ils ont besoin de l'argent, ils fabriquent des dollars. C'est une monnaie mondiale. Maintenant, les BRICS, les membres des BRICS pensent à une monnaie différente, peut-être, qui pourrait remplacer les dollars, ou concurrencer. Mais pour parler aux Russes, il faut, comment dire, il faut s'intéresser un petit peu à l'Europe. Je vois tous les 2 jours de jeunes venir me voir parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, parce que vous ne pouvez pas m'aider dans telle université, rentrer là, à la polytechnique, etc. Et je me rends compte de la différence. Il y a certains qui sont intéressés à savoir qui ils vont voir. C'est simple aujourd'hui, c'est le Google, vous avez toutes les informations, il est né là, il n'est pas mort encore, là, il est marié, il s'est marié, il y a 3 mois, ils sont mariés, donc il sait à qui il parle. Et il y a ceux qui ne savent pas. Ils ont dit, les copains ont dit, va voir Marek Alter, c'est un type bien, il pourra t'aider, il vient, vous pouvez m'aider. Qui je suis, ça s'intéresse. Et c'est ce qui se passe souvent avec nos hommes politiques. Ils n'ont pas lu la littérature russe. Ils ne connaissent pas. La guerre et la paix. L'autre jour, j'ouvre la télévision et on passe un film de la guerre et la paix, un britannique, un film britannique. On a fait beaucoup de films, de versions sur la guerre et la paix. C'est génial. Il y a un personnage qui s'appelle Pierre Bezukhov. C'est un homme, un humaniste qui admire Napoléon, parce que Napoléon apportait la liberté à des pays comme la Pologne. Dans l'hymne polonais, jusqu'à aujourd'hui, on dit Marche, marche Dąbrowski, c'est le général ami de Bonaparte. Dans les pas de Bonaparte, c'est lui qui nous a donné la liberté d'Italie. La France représentait quelque chose. Donc, Bezukhov admire Napoléon, et puis Moscou brûle. Alors il prend son revolver, il dit, il est déçu par son idole, il dit, Napoléon va passer, il va les tuer. Et Napoléon passe, il ne tue pas aussi. C'est l'humaniste, il ne tue pas. Et il est pris prisonnier. Il se retrouve avec enchaîné à un paysan, et il marche dans la neige, puisque les Français dans la retraite, vous connaissez Victor Hugo, il neigeait, on a appris tout ça à l'école, voilà. Et il a faim. Et à un moment donné, il s'arrête, et les paysans lui disent, compte, qu'est-ce qu'il est compte? J'ai une pomme de terre, j'ai gardé une pomme de terre. Il sort une pomme de terre, il la casse en deux, lui donne à Bezukhov.
Bezoukhov qui a faim, il va se précipiter sur la pomme de terre. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on mange une pomme de terre. J'ai gardé aussi quelques grains de sel. Il va chercher son mouchoir, il sort le sel et il met. Mais maintenant, mangez doucement, parce que c'est la dernière pomme de terre avant la mort peut-être. C'est ça la Russie. C'est une culture, c'est une manière d'être. Chirac, il a compris, il aimait ça. Et il a obtenu plein de choses d'ailleurs, sur le plan économique. Sarkozy, un peu moins, c'était l'époque où c'est Medvedev qui était ministre des Finances, je crois. Et il a aussi obtenu pas mal de choses. Celui qui ne m'a pas écouté du tout, c'était François Hollande, qui est un type bien sympathique, gentil, particulièrement président. D'ailleurs, vous connaissez cette histoire. Je l'ai amené au Kazakhstan parce que j'ai créé une université française à Almaty. Pourquoi? Parce que Staline nous a envoyés à Almaty. Et là, ma petite sœur est morte de faim, mes parents étaient malades. Moi, je le promenais dans le souk, ce qu'elle me dit, et il y a un vieux Kazakh qui m'appelle, il me dit Malchik, garçon, viens ici. Et il m'a tendu une lepiochka, une petite galette. Et il m'a dit, mange mon petit, sinon tu mourras la faim. Cette galette ne m'a pas sauvé la vie, c'est le geste qui m'a sauvé. Dans un monde inhumain, il y avait quelqu'un qui avait le geste fraternel. Alors un jour, Hollande dit chez moi à la maison, je dis, j'ai besoin de toi, président de la République française. Kazakhstan est un pays riche, ils ont le gaz, ils ont le pétrole, y compris les caviar. Tu pourrais peut-être avoir un contrat pour le TGV, un grand pays vaste, très peu peuplé. Tu t'amènes et tu vas inaugurer la première université française en Asie. Dis, c'est moi, tu m'embêtes avec tes histoires. Je lui raconte la raison. Il était sensible, voilà, dire non. Donc, on arrive à Almaty, Nazarbayev, le président de l'époque, était là, à l'aéroport, ce général, et il donne les cadeaux, qu'on donne en général, un manteau brodé or et une tcharka. Et qu'est-ce qu'il fait, Hollande? Comme il est gentil, il prend la tcharka et la met sur la tête. Elle est trop grande. Lui tombe sur les lunettes. Et la photo appelle un tour du monde. Et jusqu'aujourd'hui, quand on se raconte, il dit, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Mais, donc, connaître l'autre, tu vas voir. Et, je ne sais pas, bon, il a des conseillers, Macron, j'avais bien Macron. Donc, il a compris que les Russes aiment bien le dialogue. Dumas, Alexandre Dumas, qui j'adore, les trois mousquetaires, le vicomte de Bragelonne, 20 ans après, ça nourrit mon enfance. Et il est allé en Russie, il a dit, j'aime la Russie parce qu'il n'y a pas de milieu. Ou tu es un brat, un frère, ou tu es un dourak, un idiot. Alors c'est mieux d'être un frère qu'un idiot. J'ai raconté ça à Macron et il a téléphoné avec Poutine. Et Poutine était très content avec lui. C'était le président occidental. Il téléphonait surtout aux Français, la Russie à l'Europe. Et je ne sais pas ce qui est arrivé entre-temps. Je ne suis pas là pour le secret, la politique, la pression d'autres pays européens, la concurrence sur le leadership de l'Europe ou de l'OTAN, il durcissait de plus en plus son discours et au lieu de faire ce qu'il nous conseille Karamazov, vous avez lu les frères Karamazov de Dostoïevski, il y a un petit dialogue, je ne vais pas oublier vos questions. Et
petit dialogue qu'il y a Yvan et Alyosha de Montaillon. Yvan, mon frère, les voisins m'ont dit, est-ce que je peux leur dire? L'autre dit, tu peux tout leur dire à condition que tu leur dises d'abord que tu le sais. Il ne faut jamais oublier ça. On peut dire en russe, tu sais, j'aime la Russie, j'aime la littérature russe, j'adore Tchaïkovski, j'adore Prokofiev, etc. Et parce que je vous adore, que je me permets de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Là, on peut tout dire. Vous avez fait un crime, etc. D'ailleurs, dans Dostoïevski. Or, il n'a pas fait ça. Il est trop orgueilleux, le président, de dire à quelqu'un je t'aime quand il n'aime pas. Et l'autre, il a compris qu'il n'aimait pas. Donc il est allé le voir. Alors il a mis une table de 5 mètres de longueur. Et puis, c'est du théâtre. Tu ne m'aimes pas, alors je ne t'aime pas à côté de moi. Ce sont des enfantillages. Si on était plus jeune, on rigolerait. Mais de ça dépend de la vie des millions d'individus. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après? Il s'est durci de plus en plus et il est devenu, dans la guerre verbale, disons, contre la Russie, les chefs, les leaders. Alors, on saura toujours, parce qu'il n'y a pas de secret politique, surtout quand nos téléphones portables enregistrent tout. On saura ce qu'il y a là. La deuxième question était sur le jusqu'au bouddhisme des années. Alors, Zelensky, je comprends aussi sa situation. Il était, on dit, c'est un type intelligent. Il avait sa mutation prévue, un acteur comique. Je ne sais pas si vous avez vu ce sketch. Il y a un sketch qui m'a fait rire. Une deuxième peau en plastique sur lui, et quand il trembla, et sa peau tremble. Et il dansait comme ça, faisait rire tout le monde à la télévision. Et puis, il se présente aux élections, il avait un film ukrainien, comme un acteur est devenu président. Il y avait des films américains aussi comme ça, comment on devient président. De manière tout à fait inattendue. Et là, on vient à la troisième question en même temps, la Crimée. Il y avait plusieurs guerres des Crimées. La Crimée, c'est pour les Russes, si tu veux, notre Alsace-Lorraine. Vous savez combien de guerres nous avons fait pour l'Alsace-Lorraine? Combien de morts? Je me souviens, c'était 55, quand c'était Pierre Médecin, c'était vrai. Voilà, donc c'est 54, 55. Les Allemands revendiquaient la région des Sahara. Alors lui, il appelle, parce que c'était Pierre Médecin, donc il avait dit d'accord, on va faire un référendum va poser la question aux habitants des Sabreux, sous contrôle de tout ce que vous voulez, et on leur donnera ce qu'ils veulent. Et les habitants des Sabreux vont voter pour l'Allemagne, l'être allemand, et aujourd'hui, c'est allemand. Il y a des solutions pacifiques aussi, quand il s'agit des guerres. La Crimée, déjà Catherine II a conquis la Crimée sur l'Empire ottoman. Il y a les Tatars de Crimée qui sont musulmans. Vous savez, l'ambassadrice de Roumanie en France est une Tatar de Crimée installée en Roumanie. Elle est musulmane. Donc
il y avait plein de guerres, constamment. Alors, l'Ukraine est comme 60% des membres de l'ONU sont des États qui n'étaient pas États avant. Il n'y avait pas Centrafrique, la Guinée équatoriale. En Afrique, c'est le seul pays en Afrique où on parle espagnol. Extraordinaire, parce que les Espagnols ont occupé ces là qui partaient à la traite des Noirs. Les Noirs, on embarquait les Noirs pour emmener en Amérique, peupler l'Amérique. Donc, l'Ukraine n'existait pas. Il y avait un mouvement nationaliste en Ukraine, à l'époque de l'Union soviétique, c'est vrai. L'Union soviétique, c'est 73 ethnies. 73 ethnies. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a. Est-ce que vous savez qu'il y a une région autonome juive en Russie aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Birobidzhan était inventé par Staline dans les années 30. À la frontière avec la Chine, sur la rivière Amour. Il fallait inventer une rivière qui s'appelle Amour. Et tout est écrit en yiddish. Et les petits Chinois, les petits Coréens qui vont à l'école apprennent le yiddish et apprennent l'alphabet juif. Aleph, Bet, Gimel, Dal. Extraordinaire. Donc, c'est une mosaïque extraordinaire. Ça veut dire si demain, Poutine, quelqu'un d'autre, devait dire à tous ces habitants de la Grande Russie, vous pouvez choisir, il y aura des guerres civiles sans fin, comme dans certains pays d'Afrique, ou au Yémen aujourd'hui, combien de milliers, de centaines de milliers de morts. Au sein de l'islam, entre les chiites et les sunnites. C'est pas simple. Moi, je ne suis pas contre les grands ensembles, mais les grands ensembles où les hommes se sentent libres, c'est pas sous les knouts, sous les fouets. Donc, c'est un problème qu'on aurait dû résoudre depuis longtemps. L'Ukraine et la Biélorussie étaient inventées à Yalta par Staline, Molotov surtout, lors de la rencontre avec Churchill et Roosevelt. Quand ils ont pensé l'ONU, c'est une belle invention, c'est la Société des Nations avant, qui n'a pas empêché la guerre à Hitler. Donc, ils pensaient à 5 membres des conseils de sécurité. Et puis Staline s'est dit, ils sont majoritaires, moi je suis seul. Il y a déjà Churchill et Roosevelt, ils sont 2. Après, ils vont prendre leurs copains, les gens avec qui ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes revendications. Donc il a imposé 2 pays qui n'existaient pas, 2 républiques soviétiques, l'Ukraine et Biélorussie, comme membres de l'ONU, comme membres indépendants, autonomes de pouvoir central de Moscou. Et d'un seul coup apparaît l'Ukraine. Alors, quand les nazis ont envahi l'Ukraine, alors il y avait 2 divisions de l'armée rouge ukrainienne qui sont passées des côtés allemands parce qu'ils voulaient l'indépendance de l'Ukraine. Et les Allemands leur ont promis l'autonomie de l'Ukraine s'ils gagnaient la guerre. Mais les autres Ukrainiens ont participé à la guerre. Je me souviens, il y avait 10 ans, 46, le premier anniversaire de la victoire sur le nazisme, on m'a envoyé pour donner les fleurs à Staline, et la Pravda a donné la liste des nombres de héros pendant la guerre patriotique
par ethnie. Les premières c'était russes, le deuxième c'était des Ukrainiens, le troisième les Juifs, qui ont donné le plus des vies pour la victoire sur les nazis. Donc c'est spécial. Et puis il y a des grands compositeurs comme Prokofiev, il est né en Ukraine. Gogol qui écrivait les Amours, pour ceux qui ne savent pas, qui écrivait en russe, c'était un Ukrainien et ainsi de suite. Donc, c'est pas simple de se libérer pour les Ukrainiens, de se libérer de cette présence constante. Alors, en devenant président, il a voulu couper les cordons ombilical. Et il est allé très vite. Il a interdit l'apprentissage de russe dans les écoles. C'est-à-dire que la plupart d'Ukrainiens parlaient entre eux en russe. Même si dans les petits villages, on se parlait en ukrainien. Donc d'un seul coup, on a changé, on n'avait plus le droit de parler le russe. On a rétraduit Gogol en ukrainien pour qu'on puisse le lire en ukrainien. Donc, couper court toute relation culturelle, physique ou morale avec la Russie, pour donner à l'Ukraine le sentiment d'être un grand pays. C'est un grand pays, c'est 40 millions d'habitants. Qui a des savants, qui a des chercheurs, qui a des universités. Et donc, très vite aussi, il a compris que les Russes ne les laisseront pas tranquilles. Puisqu'il y avait, jusqu'il n'y a pas longtemps, un parti pro-russe au Parlement de Kiev. J'étais d'ailleurs invité chez un des leaders il y a 3 ans. Et puis il a compris que ça ne marcherait pas, parce que les Russes vont imposer un pro-russe comme président, et ça deviendra une sous-préfecture de Moscou. Donc il n'avait pas tout à fait tort de couper court et vite les relations qui les liaient à la Russie. Mais pour pouvoir couper court, il faut avoir un grand frère pour vous protéger. C'est comme dans les villages du pourtour de la Méditerranée. Quand on vous attaque, il dit attends, je vais appeler mon grand frère. Il va te faire voir. Et les grands frères, c'est l'Amérique. Malheureusement, l'Europe ne pouvait pas jouer, c'est ça l'échec de l'Europe. Ne pouvait pas jouer le rôle des grands frères. Elle aurait dû. L'inviter à l'Europe. Alors du coup, cette guerre a fait quelque chose de terrible. Les rêves de Victor Hugo, de cette Europe de lumière, etc., étaient fracassés. Il n'y a plus d'Europe. Il y a l'OTAN, une alliance militaire dirigée par les Américains. C'est la grande victoire d'Amérique. Quand on a lancé l'euro, c'était génial. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, j'étais pendant 30 ans en apatride. C'est grâce à Simone Veil qui a œuvré pour qu'on me naturalise. J'avais un passeport sur des harmonicas. Quand je sortais de France, on mettait un tampon. Quand je rentrais, on mettait un tampon. Alors, il fallait que je me fasse tamponner le passeport. Il fallait changer la monnaie. Aller en Belgique, il fallait acheter des francs belges. C'est-à-dire, on passait d'un monde à l'autre chaque fois. Et d'un seul coup, le monde s'est ouvert. L'Europe, c'était extraordinaire. Vous rentrez dans un TGV
Et 1h30, vous êtes à Bruxelles. Extraordinaire. 2 heures, vous êtes à Amsterdam. Extraordinaire. Et vous n'allez pas, grâce au train c'est pas Thalys, comme il s'appelle, qui va Thalys, c'est pour Bruxelles, qui va en Angleterre, en 4 heures, 3h30, vous êtes en Angleterre. C'est extraordinaire. Donc, on a réussi quelque chose. Et c'est quelque chose a été fracassé et remplacé par une alliance militaire. Et le problème des alliances militaires, que quand il y a une alliance militaire, il faut une guerre. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il y ait une alliance militaire. Il faut qu'il y ait un danger. Sinon, ça ne va pas. Donc, voilà un petit peu les réponses à vos questions. Si vous avez une quatrième question, elle est la bienvenue. Oui, juste le conflit avec Prigogine. Si vous avez, Prigogine. Si vous avez alors là, c'est vrai. Une information sur le sujet. Ah bon? D'accord. Mais je vous dis franchement, je suis un conteur, donc je peux inventer une belle histoire. Prigogine, Poutine, je n'avais pas très bien compris. Au début, je pensais que c'était une stratégie intéressante, mettre Wagner en Biélorussie à 80 km de Kiev. Regardez la carte, vous verrez. Quand vous êtes à la frontière biélorusse, vous êtes à 80 km de Kiev. Hein, c'est pas aller jusqu'à Moscou pour prendre Moscou qui est imprenable. C'est à côté. Or, je me suis trompé complètement. Ça plaisait à mes copains, ma trouvaille, mais rien. Et puis, on montre, là, notre copain Peskov montre les photos de Prigogine en face de Poutine en train de discuter, etc. C'est vrai que c'est déjà arrivé à l'époque des tsars Alexandre, où les révoltés qui ont quand même tué le tsar Alexandre après sont retrouvés au Kremlin pour négocier l'avenir de la Russie, puisqu'ils étaient tous des patriotes. Mais là, la question reste en suspens, donc je reviendrai exprès pour vous donner. Merci. Nous avons une question qui n'appellera pas de réponse ici, a priori, Marek, et peut-être un avis du 30e de Arimalos, qui est sur la liste noire de Vladimir Poutine. On va faire rapidement. Oui, bonsoir. On va essayer de faire le plus rapidement possible. Vous avez évoqué au nom de Freud cette idée que la civilisation commençait quand on a pu mettre des mots à la place des coups. Alors peut-être justement, il faudrait peut-être transmettre à Poutine qu'il lui a manqué des mots et que finalement, de recourir à la violence militaire, est-ce que ce n'est pas quelque part renoncer à une civilisation qui veut grande, qui est grande, qui veut être reconnue, pour laquelle il est fier, et en même temps, quelque part, en agissant de cette façon-là, il renonce à cette civilisation. Et alors, est-ce que c'est une conséquence d'une acculturation, peut-être? Parce qu'en effet, ce que vous avez souligné, moi je me souviens de l'avoir appris d'un prof d'histoire au moment de la première guerre d'Afghanistan, qui était celle des Russes, où le professeur nous expliquait, si vous voulez comprendre les Russes, il faut mettre un planisphère par terre et se mettre les pieds debout en regardant le monde à partir de la Russie, de l'Union soviétique à l'époque. Donc sans ça, et c'était la grande erreur, et certainement encore la grande erreur des diplomates occidentaux aujourd'hui, comme vous l'avez souligné d'ailleurs, c'est de ne pas se mettre à la place des concepts de l'autre, d'une autre civilisation, d'une autre culture, d'une autre façon de penser, de vouloir régler les problèmes avec ses propres conceptualisations, sans envisager que l'autre. Vous avez parlé des civilisations arabes, par exemple, qui
Donc faire de l'écrit où la parole est importante, alors que dans la civilisation occidentale, l'écrit, il n'y a pas plus fort qu'à traiter. Donc ne pas se mettre à la place de l'autre, en effet, c'est risqué de ne pas le comprendre. Et donc, à ce moment-là, quand on regarde le monde à partir de la Russie, là on pourrait faire le lien avec M. Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire que la Russie est dans un sandwich aussi. Elle est complètement encerclée par le monde entier. Et finalement, ce professeur nous expliquait que contrairement à cette façon de traiter, à l'époque soviétique et peut-être aujourd'hui Poutine, d'agresseur, en fait, il aurait fallu le traiter de peureux. Parce que finalement, un des grands principes que l'on connaît, vous l'avez évoqué avec la guerre des 6 jours, c'était de savoir que c'est un principe de stratégie militaire. Pour préparer sa défense, il vaut mieux attaquer en premier. Donc, quelque part, c'était un principe comme ça. Et donc, le fait qu'il attaque, déclenche cette guerre, on était à Budapest, au moment où ça s'est déclenché, donc c'était un peu flippant. Et bien, c'est quelque part peut-être la preuve qu'en vérité, il est sur la défensive, qu'il ne faut pas le traiter comme un impérialisme ex-soviétique ou un agresseur, mais finalement comme quelqu'un de peureux. Il faut revoir le logiciel un petit peu diplomatique européen et aussi lui faire entendre que si justement il a une fierté de la Russie, de la culture russe, et il ne veut pas se faire manger par les Américains, alors puisque vous avez son oreille quelque part, dites-lui justement, rappelez-lui ce principe. Vous pouvez essayer, vous avez l'oreille de pas mal de temps. Voilà, non, mais la question c'était, est-ce que vous ne pourriez pas justement rappeler le principe de Freud que vous avez... Ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Alors, Marek, une demi-seconde juste. Henri Marlos souhaiterait poser une question également. Henri, si vous voulez venir, le 30e président du Comité économique et social européen, qui a pris position lors de la révolution de Maïdan. Voilà, on vous a présenté hier. Oui, non, je suis intervenu hier. Et on conclut comme ça. Voilà, je suis très heureux de vous rencontrer des visus, première fois. Et je dois dire que moi, j'ai bu du petit lait en vous écoutant. Je dirais comme votre défunt compatriote Karol Wojtyła, n'ayez pas peur de porter le message de la paix. N'ayez pas peur. C'est vrai que la Russie m'a mis sur sa liste noire dès 2014. Je n'étais pas en compagnie de gens un peu douteux comme Bernard-Henri Lévy, Daniel Cohn-Bendit, ou Bruno Leroux, ce n'est pas moi qui les ai choisis. Mais malgré tout, vous avez très bien parlé de cette situation, vous avez dit désolante, parce que moi, juste un petit souvenir à partager ici, j'ai eu la possibilité de participer en 2013 au sommet européen du partenariat oriental de Vilnius comme le sommet de l'OTAN. Et c'est là où toute la crise avec Yanukovych s'est nouée. J'ai eu la chance d'y être et de pouvoir intervenir. Il y avait François Hollande, il y avait Merkel et il y avait Yanukovych. Et connaissant bien l'Ukraine, vous l'avez dit aussi, l'Ukraine, il y a l'Ouest qui, pour une raison historique, ancienne d'un empire austro-hongrois, regarde vers l'Ouest, regarde vers l'Europe de l'Ouest, vers la Pologne. Et puis il y a l'Est qui regarde vers la Russie et parle russe. À Kharkiv, moi j'étais à Kharkiv il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu personne parler, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, 4 ans, j'ai entendu personne parler ukrainien. Donc, et moi j'ai dit dans la minute qui m'a été octroyée, 2 minutes, j'ai dit forcer les Ukrainiens à choisir entre l'Ouest et l'Est, entre Moscou et Berlin ou Paris, c'est comme forcer un enfant de choisir entre son père ou sa mère. Et je crois que ce drame-là, eh bien, on l'a vu venir, et je trouve ça vraiment désespérant de voir que ce drame malheureusement est arrivé. Maintenant, la question c'est comment en sortir. Merci. Merci Henri. Marek, en guise de conclusion, peut-être une réponse incisive. Écoutez, d'abord, merci d'être venu, il fait chaud. J'ai pensé qu'on aurait dû préparer des éventails avec des pages de livres. Ça aurait été pas mal. Donc vous êtes formidable.
Là, il y a un peu plus de femmes que des hommes, c'est bien. Moi, je pense que la fin de ce siècle sera le siècle, la fin des femmes. Je crois beaucoup. La prise en main du monde par les femmes. Peut-être parce que les femmes se mettent à la place de l'autre. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, La Juive de Shanghai. C'est extraordinaire, j'ai découvert que l'amitié entre les hommes s'exprime de manière virile. Ah, je t'aime bien, prends dans les bras, hein, on se tape sur un truc comme ça ou comme ça, peu importe. L'amitié entre les femmes, on se met à la place de l'autre. L'autre est triste, on pleure avec elle. L'autre est joyeuse, on rit avec elle, on danse ensemble. Il y a cette possibilité de communier que les hommes n'ont pas. Et nous entrons dans un monde, comme j'ai dit tout à l'heure, où il n'y a pas de repères. Il n'y a pas de repères idéologiques, des règles auxquelles on peut s'accrocher. C'est pour ça qu'on met des policiers partout. J'ai remarqué qu'ici, on ne voit pas des policiers, c'est génial. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, les femmes, et j'ai connu que deux femmes politiques. Il y avait Angela Merkel, et je me suis dit, elle a accepté 1 million de réfugiés qui sont intégrés. Et si c'était un homme, l'aurait-il fait? Et puis Golda Meir, qui était un petit peu ma grand-mère, quand des amis des FLN algériens m'ont organisé la première rencontre avec Arafat, qui était à l'époque l'ennemi numéro 1, dire terroriste, l'attentat de Munich, Spielberg a fait un film. Je suis allé voir Golda Meir et je lui ai dit, Golda, je viens te voir parce que en hébreu il n'y a pas de vous. Donc tout le monde se dit tu, comme en anglais. Et demain je vais voir Arafat. Elle me dit quoi? Tu vas serrer la main d'un homme qui a plein de sang d'enfants juifs sur sa main. J'ai dit, Golda, Moïse est allé voir le pharaon qui a tué tous les premiers-nés juifs. Alors elle était surprise par ma référence historique. Elle dit, mais tu n'es pas Moïse. J'ai dit, je ne suis pas Moïse. Et puis c'est Dieu qui a dit à Moïse, Dieu ne m'a pas parlé. Mais c'est ma conscience. Ça ne met pas en danger Israël. Je n'ai pas de secret à livrer. Si notre rencontre pourra épargner la vie à quelques enfants juifs ou palestiniens, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Et là, elle a cessé de parler. Parce qu'on a parlé de l'importance du verbe. Quand quelqu'un ne vous répond plus, alors là, je suis perdu, c'est fini. Je n'avais pas de moyens. Donc, j'ai lui parlé, j'ai dit encore quelques bêtises, elle répondait pas. Je lui ai dit shalom, elle ne m'a pas répondu. Je suis rentré à l'hôtel, un peu triste. À 6 heures du matin, le téléphone sonne et j'entends la voix de Golda qui m'a dit en hébreu un seul mot, l'air, vas-y. Je suis allé voir Arafat avec la bénédiction de Golda. Et c'est toujours la même chose. Et si c'était un homme, il ne m'aurait jamais appelé à 6 heures. C'est une femme. Elle sait, elle connaît les prix de la vie. La femme porte l'enfant. Elle s'occupe de lui. Elle vit avec lui. Et quand je lui ai dit que si ça pouvait, ces gestes,
cette rencontre, épargner la vie des quelques enfants palestiniens ou juifs, ça me fait réfléchir pendant toute la nuit. Donc, je pense que c'est important que les femmes, de plus en plus, vous avez vu, les syndicats, les deux plus grands syndicats en France, dirigés par les femmes. Il y aura de plus en plus des ministres, des entreprises dirigées. Et c'est très bien, ça va humaniser un petit peu notre société, la rendre plus sensible, moins indifférente au malheur des autres. Alors vive les femmes. Alors sur ce mot de la fin, je pense que c'est un beau mot de la fin. Merci Marie-Calter, merci Paul-François Paul. Et donc, messieurs, dames, merci à vous aussi. Les livres sont à votre disposition si vous souhaitez vous entretenir rapidement avec Marek ou avec Paul-François. Eh bien, ils sont à votre disposition. Merci.